Bonjour, aujourd'hui on va faire un topo sur la pubalgie, et notamment un cas clinique traitant d'une ostéoarthropathie pubienne. Il s'agit d'un footballeur de 25 ans qui présente une douleur pubienne depuis 2 mois. Cette douleur correspond et coïncide avec un changement de surface de jeu, puisqu'il est passé d'un jeu sur gazon vers une surface stabilisée il y a environ 3 mois. Il présente une douleur du carrefour pubien avec très peu d'irradiation dans les adducteurs, une minime douleur à gauche. La douleur est vraiment présente sur la symphyse. Initialement, il avait des douleurs à l'effort qui sont en train de devenir quasi quotidiennes. On effectue une échographie sur la symphyse pubienne. On visualise ici la symphyse pubienne avec les berges osseuses, la capsule articulaire. Et on peut remarquer au centre cette image anéchogène en faveur d'un épanchement liquidien de la capsule articulaire. On résume donc les éléments visualisés que sont le bombement articulaire, l'épanchement intra-articulaire et une petite hétérogénéité, surtout ici, des contours osseux en faveur d'une ostéoarthropathie pubienne. On effectue ensuite une échographie sur l'insertion des adducteurs, puisque vous savez que le carrefour pubien est vraiment le centre d'insertion à la fois des fibres venant des muscles droits de l'abdomen par le haut et des muscles adducteurs venant par le bas, qui crée ici un véritable carrefour pubien. Vous pouvez constater l'hétérogénéité ici de la symphyse pubienne, des berges osseuses sur laquelle vont s'insérer le tendon du long adducteur, pardon. Il existe donc une anthésopathie des adducteurs associés. Vous voyez bien l'hétérogénéité des fibres, des berges osseuses, avec l'insertion tendineuse qui est très hypoéchogène. Au total, on avait donc un jeune footballeur de 27 ans qui présente une ostéoarthropathie pubienne avec anthésopathie des adducteurs. On a comme traitement demandé une mise au repos et on a effectué une infiltration de la symphyse pubienne. Ensuite, il va bénéficier de kinésithérapie et d'une phase finale de réathlétisation avant le retour au jeu. Comment se passe l'infiltration? Comme une arthropathie acromioclaviculaire, on effectue une coupe centrée sur l'articulation de la symphyse et on va, par une technique outplane, injecter. On a vu passer ici le petit liquide de dérivés cortisonés. Donc, injection par technique outplane en mettant bien l'aiguille au milieu de la sonde. L'injection, on doit prévenir le patient que l'injection est quand même relativement douloureuse. On injecte quelques gouttes de xylocaïne et environ 0,5 millilitres maximum de dérivés cortisonés. Les quelques gouttes de xylocaïne nous permettent de faire un test anesthésique et de suite après l'injection, le patient est totalement soulagé avec disparition des douleurs. Alors, qu'en est-il maintenant de la pubalgie? La pubalgie est un terme générique qui désigne une douleur du carrefour pubien. La plupart du temps, elle survient chez le sportif. L'éthiopathogénie est commune. Elle reprend environ un tiers des blessures du footballeur. Beaucoup plus fréquente chez l'homme, 3 hommes pour une femme, essentiellement au football, tout ce qui est port pivot et tout ce qui est sport pour lesquels les adducteurs sont soumis à rude épreuve, comme également le hockey et le rugby. Il est très important de noter cette notion de carrefour pubien où on retrouve vraiment l'insertion des muscles droits de l'abdomen et des muscles adducteurs qui vont vraiment s'insérer sur la symphyse, d'où l'importance de vérifier l'état de cette symphyse. Alors, je vous l'ai dit, la pubalgie est un terme générique désignant une douleur. Il faut maintenant démembrer les différentes causes de pubalgie. Ce démembrement a été effectué en 2016 lors d'une conférence de consensus et reprend donc plusieurs maladies. La première maladie est la tendinopathie des adducteurs, ici en anglais Adductor Related Groin Pain.
La deuxième maladie, l'ostéoarthropathie pubienne, pubic related groin pain. La troisième maladie, la pathologie de paroi abdominale. En fait, c'est plutôt une faiblesse de paroi abdominale qu'une véritable hernie. Et enfin, on rajoute tout ce qui est les pathologies du muscle ilio-psoas, avec ici le chef du psoas et ici le chef iliaque. Donc, vous voyez vraiment tout le le terme générique de douleur pubienne qui comprend ces 4 maladies et alors qui peuvent être intriquées, toutes ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un footballeur qui présente une ostéoarthropathie pubienne avec une tendinopathie des adducteurs et en même temps une faiblesse de paroi abdominale. Ce n'est pas une seule maladie, le démembrement clinique est donc extrêmement important. Alors, en termes d'éthiopathogénie, on a des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques. En termes de facteurs intrinsèques, c'est l'hypotonie acquise constitutionnelle de la paroi abdominale, c'est-à-dire une faiblesse de paroi abdominale avec parfois allant jusqu'à une déficience du canal inguinal, où on peut là rencontrer de véritables hernies inguinales. Enfin, les facteurs extrinsèques sont importants à prendre en compte et dans notre cas clinique, c'était vraiment le changement de surface de jeu puisqu'on était passé d'un terrain sur gazon à un terrain stabilisé. Les terrains de première génération synthétiques, notamment au football, ont aussi été de gros pourvoyeurs de pubalgie. Ensuite, on a vraiment tout ce qui est les problèmes de préparation physique en début de saison, avec des préparations physiques beaucoup trop intensives qui peuvent provoquer des pubalgies. Le planning des compétitions avec la succession de matchs. C'est vrai que maintenant on voit des calendriers au rugby absolument étonnants avec plus de 40 matchs de rugby par saison pour certains joueurs. Enfin, les facteurs généraux avec des défauts d'hydratation, de nutrition, des foyers infectieux ou une mauvaise organisation de l'entraînement. On va maintenant démembrer les différentes pathologies avec la première pathologie qui est la maladie des adducteurs, qui correspond à une pathologie ostéo-tendino-musculaire des adducteurs. Et on l'a bien vu avec notre patient. Ostéo parce que le tendon commun des adducteurs s'insère sur la symphyse pubienne. Tendineux puisqu'on a le tendon du long adducteur qui est quand même relativement long. Et enfin musculaire avec toutes ces problématiques de jonction myotendineuse. Alors, elle touche préférentiellement le long adducteur, qui est un tendon le plus long et qui va s'insérer vraiment sur le pubis. À l'examen clinique, on retrouve une douleur plutôt sous-pubienne qui part du pubis et qui irradie vers la partie antéro-interne de cuisse. La contraction isométrique est douloureuse et on effectue également des douleurs à la contraction excentrique, à l'étirement des adducteurs qui vont retrouver là aussi la douleur. Concernant la maladie des adducteurs, la radiographie est souvent normale. On peut parfois retrouver des remaniements osseux en regard de l'insertion des adducteurs sur la branche ischio-pubienne. C'est le cas de notre patient qui correspondait à un stade 3 sur ces classifications radiologiques avec des remaniements, une condensation osseuse. On voit ici un aspect d'hyperdensité osseuse. Des irrégularités des contours. Ici, on voit vraiment l'aspect irrégulier des berges osseuses et allant parfois jusqu'à des calcifications intratendineuses. L'échographie est assez difficile car le tendon est malgré tout relativement court. Il faut être relativement expérimenté pour bien visualiser les tendons. Et donc, on a tendance à demander quand même relativement facilement une IRM des adducteurs. Et l'IRM va retrouver un signe pathognomonique de tendinopathie des adducteurs. Et ce signe s'appelle le signe de la seconde fente, avec visualisation de cet hypersignal ici en regard de l'insertion des adducteurs qui vraiment représente une fente. Et ce signe de la seconde fente va être pathognomonyme de problèmes de maladie des adducteurs. Alors parfois, on va jusqu'à une désinsertion complète du long adducteur, ici avec un hématome périlésionnel. Là, c'est dans des causes beaucoup plus traumatiques. Deuxième pathologie, l'ostéoarthropathie pubienne. C'était le cas de notre patient avec une douleur plutôt localisée au niveau de l'articulation, une douleur symphysaire, avec parfois des sensations d'instabilité symphysaire à la palpation.
La radiographie, on retrouve cet aspect décrit de pseudo-arthrite avec irrégularité des berges osseuses, allant parfois jusqu'au décalage symphysaire. Là, l'échographie est relativement facile pour cette pathologie. Troisième pathologie, l'insuffisance de parois abdominales avec une anomalie du canal inguinal et des muscles larges de l'abdomen. Le patient va présenter plutôt cette fois-ci une douleur suspubienne, alors que, je vous l'ai dit, pour les adducteurs, c'est une douleur sous-pubienne, pour l'ostéoarthropathie pubienne, c'est une douleur pubienne et là, ça va être une douleur suspubienne en regard de l'orifice du, canal inguinal qui correspond plus à une insuffisance de paroi qu'une véritable hernie. On n'a pas vraiment de douleur à la palpation des adducteurs, la symphyse pubienne est également indolore. Alors cette problématique, de pathologie de paroi abdominale peut être, acquise ou innée avec une faiblesse de paroi congénitale et acquise par un problème de renforcement abdominal où on a parfois des sportifs qui vont vraiment privilégier le renforcement des muscles droits de l'abdomen au détriment des muscles profonds transverses que sont les obliques et le transverse, en faisant par exemple uniquement des exercices de musculation type crunch. Et on va avoir cette faiblesse du fascia transversalis. Cette faiblesse du fascia transversalis peut être explorée en échographie, par un opérateur, entraîné. Moi, je n'y arrive pas, je c'est pas mon cas et donc j'ai vraiment tendance à demander, plutôt une IRM avec, à l'IRM des manœuvres de Valsalva qui vont être réalisées lors des acquisitions pour voir ce déplacement du fascia transversalis et qui représente, cette faiblesse de paroi. Alors cliniquement, qu'est-ce que l'on peut retrouver? Retrouver un signe qui s'appelle le signe de Malguen, avec ici cette voussure de l'abdomen qui correspond vraiment à la faiblesse des muscles obliques. On a ici le cas d'un joueur professionnel de football qui présentait un signe de Malguen typique avec une pubalgie mixte par insuffisance de paroi abdominale et tendinopathie des adducteurs. Je vous invite, à regarder les vidéos d'échographie de la SIMS pour l'exploration de ces insuffisances de paroi abdominale, en repérant l'artère épigastrique et en effectuant des manœuvres de Valsalva pour visualiser le mouvement du fascia transversalis. Cela nécessite un entraînement et une pratique relativement fréquente. Voici le signe de Malguen ici, en vue bilatérale avec cet aspect abdominal un petit peu en ventre de batracien, où on voit cette voussure de l'abdomen. Concernant le traitement des pubalgies, on va, classiquement le séparer en 3 phases avec une première phase, d'indolence à une mise au repos complet pendant environ un mois. Une phase de correction des facteurs de risque, là aussi environ un mois. À noter que je donne les durées de manière purement indicative et vont dépendre de, chaque, patient. Enfin, en dernière phase, une phase de réathlétisation, là aussi d'environ un mois. Alors, comment on fait pour obtenir l'impotence, en phase 1? Eh bien, le repos sportif est souvent total avec, une durée d'environ 3 semaines à 3 mois dans les formes, sévères et pouvant aller jusqu'à plus de 6 mois dans l'ostéoarthropathie extrêmement inflammatoire. Une fois pendant cette phase, d'indolence, on peut effectuer des activités qui sont non douloureuses, par exemple le cyclisme, si le sportif n'est pas douloureux. Certaines équipes vont prescrire des anti-inflammatoires ou des corticoïdes per os et il est important de rechercher et corriger les facteurs de risque extrinsèques et intrinsèques. On va bien sûr mobiliser et entretenir les amplitudes articulaires de hanche pour, éviter, toute raideur. Concernant la maladie des adducteurs, les objectifs de la kinésithérapie vont être d'obtenir l'antalgie et corriger les déséquilibres intrinsèques et extrinsèques. On va pouvoir utiliser de la physiothérapie antalgique, des mobilisations articulaires. Il existe tout un tas de protocoles d'étirement excentrique des adducteurs, selon Stanisch, Olmich. Il y a également des protocoles d'exercice d'isométrie, comme le protocole de Pau-Toronto ou de Vidalin, dont je ne parlerai pas dans ce topo.
Parfois, on peut également effectuer des injections de PRP en cas de tendinopathie avec fissuration intratendineuse. Une étude est actuellement en cours sur l'injection de toxines botuliques dans les adducteurs. Cette étude est actuellement en cours et comprend deux indications. La première indication est une injection de toxines botuliques en première intention dans les pubalgies par maladie des adducteurs avant la rééducation. La deuxième indication est la douleur post-ténotomie des adducteurs, puisque parfois en cas de maladie des adducteurs résistantes au traitement médical, on va effectuer une chirurgie par ténotomie du tendon des adducteurs et il peut y avoir une douleur résiduelle pour lesquelles la toxine botulique aurait une efficacité. Et je dis bien aurait parce que il faut attendre vraiment la fin de l'étude. Je vous l'ai dit, en cas d'échec du traitement médical et de la kinésithérapie, se pose la question de la chirurgie. La chirurgie va consister en une ténotomie du tendon du long adducteur au bistouri électrique. Le tendon va donc se rétracter pour pouvoir cicatriser en position un peu plus basse. Les mobilisations de hanches doivent être effectuées de manière précoce dès le premier lever. La kiné va être débutée à partir de 3 semaines et la reprise n'est pas indiquée avant 45 jours. Pour l'ostéoarthropathie pubienne, je vous l'ai dit, le repos sportif est important avec, parfois une infiltration intra-articulaire de la symphyse, comme dans le cas de notre patient. Les faiblesses de parois abdominales représentent un véritable défi en termes de traitement. Elles répondent souvent mal à la kinésithérapie. Le travail va être vraiment axé sur le renforcement des muscles transverses et des obliques de l'abdomen. Là, vraiment, on va tout faire pour renforcer les muscles obliques et en cas de on va aller, parfois rapidement dans les insuffisances, congénitales de parois vers la chirurgie. Les premières chirurgies consistaient à, une mise en place de plaques. Les résultats étaient peu efficaces et maintenant on va vraiment plutôt sur des renforts avec des sutures, des plasties abdominales pour renforcer cet orifice, inguinal. Plusieurs techniques, existent. La plus fréquente est la technique de Shouldice. Le post-opératoire comprend un repos de 4 semaines, une kiné qui va ensuite être débutée après un mois, la reprise du sport pivot 3 à 6 mois. Donc en général, les sportifs attendent la fin de saison pour se faire opérer et envisager une reprise à l'automne. Donc pour terminer, devant une pubalgie, la première phase va être la lutte contre la douleur. On va effectuer un repos avec plus ou moins prise d'INS et de corticoïdes. Réévaluation à un mois. Si à un mois on est toujours douloureux, eh bien on va rester à cette phase jusqu'à obtenir l'indolence. Et je vous l'ai dit, elle peut être parfois de 3 mois, voire plus. En phase 2, on va restaurer les amplitudes articulaires et commencer le renforcement musculaire en intégrant un travail excentrique sur les adducteurs et un travail important isométrique sur les muscles profonds de l'abdomen, et notamment les obliques et les transverses. Une fois que la force musculaire et la douleur ont disparu, on pourra ensuite attaquer la phase de réathlétisation et cet algorithme thérapeutique est tiré de l'excellent chapitre de Marc Julia sur la pubalgie qu'il avait effectué lors des entretiens de médecine physique. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.